Mes chers collègues, mesdames et messieurs, madame la rapporteure, nous poursuivons aujourd'hui nos travaux par une audition conjointe des représentants de plusieurs cabinets de conseil. Nous vous remercions, madame, messieurs, de vous être mobilisés pour cette audition. Son titre le formule clairement, notre commission d'enquête entend rechercher les liens entre les phénomènes de pénurie de médicaments qui affectent de manière croissante la prise en charge des patients en France et les choix industriels réalisés par les entreprises pharmaceutiques ces dernières décennies. À cet égard, il nous semble que plusieurs tendances de fond peuvent être distinguées sur lesquelles nous souhaiterons bénéficier de votre éclairage. D'abord, le secteur est marqué par une importante spécialisation des grandes entreprises pharmaceutiques. À la faveur de plusieurs vagues de cessions ou de fusions, celles-ci ont eu tendance à recentrer leurs activités sur certaines aires thérapeutiques, rémunératrices ou certaines étapes du processus de production des médicaments. Les activités chimiques, et en particulier la production de principes actifs des spécialités matures, ont été singulièrement touchées par ce mouvement d'externalisation. Par ailleurs, le secteur a connu ces dernières années de nombreuses vagues de délocalisation. La concentration de la fabrication de principes actifs en Asie, en particulier, a souvent été mentionnée durant nos auditions comme un facteur important de fragmentation des chaînes d'approvisionnement et pour la France de perte de souveraineté. L'industrie française apparaît à cet égard particulièrement touchée. Auparavant leader, notre pays n'occupe plus que la 4e place en Europe en matière de production de médicaments et le nombre d'entreprises impliquées y a été divisé par 2 depuis 40 ans. Enfin, les prix très élevés obtenus des régulateurs ont encouragé les grandes entreprises pharmaceutiques à privilégier le développement et la production de produits innovants. On atteint parfois des sommets éthiquement contestables, au détriment de produits matures, pourtant indispensables à la prise en charge des patients qui, eux, ont connu par contre une baisse drastique de leur prix. Ce sont ces produits qui, en infectiologie comme en cancérologie par exemple, et dans de nombreuses aires thérapeutiques, concentrent l'essentiel des difficultés d'approvisionnement observées ces dernières années et que nous vivons complètement actuellement, même pour certains traitements cancérologiques. Parce que vous avez été amené à conseiller les entreprises pharmaceutiques dans leurs choix stratégiques et plus largement à analyser pour vos clients ce secteur d'activité, nous souhaiterons bénéficier de votre éclairage sur l'ensemble de ces stratégies industrielles. Votre audition doit permettre à la commission d'enquête de revenir à l'origine des constats et des inclinaisons stratégiques opérées par les entreprises pharmaceutiques ces dernières décennies. Vous pourrez nous dire dans quelle mesure ces choix ont contribué, selon vous, à fragiliser les chaînes de production et à aggraver les phénomènes de pénurie de manière plus prospective. Vous pourrez également nous indiquer dans quelle mesure une relocalisation en France et en Europe d'une partie des capacités de production aujourd'hui absentes vous paraît possible et souhaitable, et nous pensons évidemment beaucoup à la question de l'industrie chimique. Sont présents autour de la table M. Thomas London, directeur associé au bureau de Paris de McKinsey & Compagnie et responsable pour la France des activités santé publique. M. Olivier Wiersbach, directeur associé senior du Boston Consulting Group en charge du soin. Messieurs Laurent Benarousse et Julien Gauthier, directeur associé et associé senior de Roland Berger Paris. Monsieur Loïc Plantevin et Madame Laurence Chiapponi, associée senior et directrice marketing au sein de Bain & Company. Et enfin, Monsieur Jean-François Lopez, directeur associé d'AEC Partners. Je vais vous céder, Madame, Messieurs, la parole tour à tour pour un propos introductif bref de 5 minutes et je couperai si ça dépasse ces 5 minutes, compte tenu du nombre important de présents autour de cette audition. Puis Madame Laurence Cohen, rapporteure de notre commission d'enquête, vous posera une première série de questions. Comme vous l'aurez compris, notre commission d'enquête entend obtenir des réponses étayées à des questions précises que nous ne manquerons pas d'ailleurs de faire suivre de réponses écrites si nécessaire. J'indique que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et qu'elle fera l'objet d'un compte-rendu détaillé, publié. Avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite chacun à votre tour à activer votre micro et prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Monsieur Lopez. Je le jure. Monsieur Plantevin. Je le jure. Madame Loriot.
Je le jure. Monsieur Wiersba, Je le jure. Monsieur London, Je le jure. Monsieur Gauthier, Je le jure. Monsieur Benarous. Je le jure. Je vous remercie et je vous donne la parole dans l'ordre de 5 minutes. Hein. J'ai bien compris. Bonjour. Donc Jean-François Lopez. J'ai oublié Madame Chiapponi, s'il vous plaît. Je le jure. Voilà, je vous remercie. Voilà, Monsieur Lopez, excusez-moi. Donc représentant d'AEC Partners, qui est certainement un nom que vous connaissez moins que les autres compagnies ici présentes. On aide effectivement, on fait du conseil spécifiquement pour des industriels de la santé. C'est notre cœur d'activité. On est une société qui est relativement restreinte en termes de nombre de personnes, parce qu'on est 30-35, mais spécifiquement dédiés à la santé. On n'a pas d'autre cœur d'activité que le domaine de la santé. Et dans le cadre de ces activités, on aide nos clients en fait, à comprendre l'environnement dans lequel ils sont, parce que des fois, il peut être un peu obscur pour eux, notamment au regard de ces évolutions et de ces évolutions rapides. Un environnement dans lequel ils aimeraient rentrer, alors que ce soit en termes géographiques ou en termes d'aire thérapeutique. Et dans ce cadre-là, on leur apporte des supports en fait, de réflexion, de conseils et de recommandations au regard de leur organisation, de l'intérêt potentiel des produits qu'ils ont, qu'ils aimeraient amener sur le marché. Et ensuite, libre à eux de suivre ou pas les recommandations qu'on leur formule. Moi, pour ma part, je m'occupe plus particulièrement en fait, tout ce qui est les procédures d'accès au marché, donc ce qui est évaluation du médicament, notamment par l'HAS, donc ce qui donne lieu en fait, aux avis de transparence, et ensuite procédure de négociation du prix ou de renégociation du prix, ou de renégociation du prix. Parce que comme je pense que vous le savez, en fait, les prix en France sont extrêmement régulés et donnent lieu en fait, à des vagues de réévaluation ou rediscussion assez fréquentes. Et donc ça, c'est la partie dont je m'occupe plus spécifiquement. Alors, peut-être aussi pour préciser, on ne fait pas de conseil en politique industrielle ou en tout cas, on va dire, en question logistique d'usine ou de complexe industriel. C'est une partie qu'on ne gère pas, qui est une partie très spécifique. Donc je ne serai pas en mesure de pouvoir répondre à des questions qui touchent à la chaîne de production et son organisation. Voilà. Je vous remercie, même si vos conseils ont des conséquences en matière industrielle. Oui, tout à fait. Monsieur Plambon. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Bain est un cabinet de conseil en stratégie créé à Boston en 1973. Nous sommes sur le point de fêter nos 50 ans. Le bureau parisien a été fondé en 1985 et nous comptons à ce jour une cinquantaine d'associés à Paris, dont 4 dédiés au pôle de compétences santé. Au travers de nos 65 bureaux dans 40 pays, la mission de Bain est d'aider ses clients dans l'accélération de leur création de valeur, qu'elle soit économique mais également sociétale. Nous accompagnons plus spécifiquement les équipes de direction dans leurs choix stratégiques et leur mise en place. En termes d'expertise, nous intervenons dans de nombreuses problématiques et en particulier la mise en place de stratégies globales ou de transformation, les fusions et acquisitions, les stratégies d'innovation et commerciale, l'amélioration de la performance et la transformation digitale. Nous servons de nombreux secteurs industriels, dont bien évidemment les acteurs de la santé et en particulier les acteurs de la pharmacie et des dispositifs médicaux. À titre d'exemple, pour le Bureau de Paris, depuis 2019, notre travail pour des acteurs de la santé en France a représenté une trentaine de projets sur les 617 projets réalisés en France, soit environ 5%. Plus spécifiquement, pour ces acteurs de la santé, Bain et compagnie a conduit des travaux en France et en Europe, en particulier sur les problématiques de stratégie globale et de transformation, de fusion-acquisition et de stratégie commerciale. Nous sommes par ailleurs très actifs dans le monde de l'investissement, accompagnant de nombreux fonds dans leurs transactions et le soutien de leurs sociétés en portefeuille. Par ailleurs, au-delà des travaux pour nos clients, nous publions aussi régulièrement un certain nombre de rapports sur différents sujets. Par exemple, nous venons de publier en février notre baromètre annuel du moral des investisseurs américains sur la France, en partenariat avec l'AmCham, qui intègre dans son panel un pourcentage significatif d'industrie de la pharmacie ou d'industriels de la pharmacie. Nous sommes à votre disposition afin de répondre au mieux à vos questions et pouvoir apporter notre éclairage
dans les domaines de nos compétences et d'expérience, reconnaissant que notre exposition néanmoins aux problématiques propres des pénuries est très limitée. Merci. On vous remercie de répondre à nos questions. Monsieur Wiersba. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, bonjour à tous et merci de nous recevoir aujourd'hui. Je suis Olivier Wiersba, directeur associé du Boston Consulting Group, en charge notamment d'animer notre centre d'expertise santé en France. Cette question des pénuries de médicaments, particulièrement critique plus récemment cet hiver, est un sujet de préoccupation majeur des Français. Et nous sommes très sensibles au travail de cette commission pour identifier les causes et les solutions concrètes pour y remédier. Je peux par ailleurs vous confirmer que dans les discussions que nous avons avec nos clients, ce sujet, comme celui de la sécurisation des chaînes d'approvisionnement ou encore celui des investissements industriels, est en haut de l'agenda des dirigeants de nos entreprises pharmaceutiques. Dans ce propos, permettez-moi de vous présenter brièvement le BCG et notre activité dans le secteur pharmaceutique. Le BCG est un cabinet de conseil international détenu par ses associés, présent dans près de 60 pays dans le monde. En France, nous fêtons cette année nos 50 ans et nous employons environ 1200 personnes. La quasi-totalité de nos clients servis en France sont des entreprises françaises. Le cœur de notre activité concerne le conseil en stratégie à destination de grandes et moyennes entreprises et de leurs dirigeants que nous accompagnons dans leur transformation, notamment digitale ou environnementale. Nous apportons à nos clients un accompagnement en amont et en aval de la prise de décision. En amont, il s'agit d'aider à l'éclairage de décision, par exemple en cas d'enjeu d'investissement significatif. En aval, nous accompagnons la mise en œuvre de ces décisions pour gagner en vitesse et en impact. Pour cela, nous disposons au sein du BCG d'une triple expertise, une expertise sectorielle dans différents secteurs de l'économie, la santé bien évidemment, l'automobile, la grande distribution par exemple. D'autre part, une expertise fonctionnelle, c'est-à-dire une expertise technique pointue, très spécifique. J'en cite 3, ressources humaines, opérations, enjeux environnementaux. Enfin, une expertise technologique. Nous disposons d'une entité dédiée à la technologie et l'intelligence artificielle qui aide nos clients à développer et mettre en œuvre des solutions digitales. Concernant notre activité dans le secteur pharmaceutique, BCG en France a développé un pôle d'expertise qui travaille avec les grandes et moyennes entreprises françaises du secteur depuis de nombreuses années. Nous intervenons sur des enjeux stratégiques, comme par exemple l'évaluation d'acquisitions potentielles pour des clients qui souhaitent se renforcer sur certains domaines d'activité. Nous travaillons également sur des problématiques opérationnelles, comme par exemple l'amélioration des chaînes logistiques pour garantir plus de rapidité ou un meilleur niveau de service. Enfin, sur des problématiques technologiques, comme par exemple l'utilisation de l'intelligence artificielle visant à accélérer le développement de nouveaux médicaments. Nous investissons du temps et des ressources sur des problématiques qui nous semblent importantes pour le futur et la compétitivité de la France au sein de l'industrie pharmaceutique. Par exemple, en travaillant à identifier les freins qui existent en France pour l'éclosion du secteur des biotechnologies, qui est aujourd'hui moins compétitif que celui de nos voisins allemands, belges ou anglais. Ces analyses font l'objet de rapports publics. Je conclurai en disant que toutes les équipes du BCG en France sont particulièrement engagées à défendre la compétitivité de l'économie française, de nos entreprises et la réindustrialisation du pays. Nous ne croyons pas en une France sans usine, sans capacité de production. Dès 2016, nous avions choisi d'investir à Saclay sur une usine pilote, dans le seul but de montrer à nos clients que les technologies permettaient de relocaliser des activités en France, notamment des unités de production plus petites, plus agiles et plus respectueuses de l'environnement. C'est souhaitable pour des questions à la fois d'emploi, de souveraineté et de compétitivité durable de notre pays. Depuis, nous avons contribué au débat public de façon active, au travers de plusieurs rapports sur la compétitivité ou la réindustrialisation de la France. Nous pourrons y revenir si vous le souhaitez. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur London. Merci, bonjour Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Je vous remercie de cette opportunité de venir apporter quelques éclairages sur les enjeux liés aux pénuries de médicaments. Je suis responsable des activités santé publique et secteur public de McKinsey. Et évidemment, à ce titre-là, cette problématique est essentielle puisqu'elle revêt des enjeux clés en matière de santé publique, justement, et de capacité de notre système de santé à répondre efficacement aux besoins des Français, y compris en cas de crise ou de perturbations fortes. En préparation de cette audition et aussi en préparation de la réponse à votre demande d'information
nous sommes encore en train de collecter un certain nombre d'éléments pour revenir vers vous. Je tâcherai d'apporter autant de précisions que possible en réponse à vos questions, même si à titre personnel, je ne travaille pas, je n'interviens pas sur ces sujets d'organisation de la chaîne d'approvisionnement auprès des industriels. Et si nécessaire, nous pourrons éventuellement apporter d'ailleurs des compléments de réponse par écrit lorsque vous le jugerez nécessaire. Parmi les missions de notre cabinet, les enjeux industriels constituent une dimension importante sur laquelle nous accompagnons un grand nombre d'acteurs dans tous les secteurs, dont certains acteurs du domaine pharmaceutique. Et en matière industrielle en France, nous travaillons avec eux prioritairement sur des problématiques de renforcement de leur base industrielle. En particulier, le développement des capacités de production, l'amélioration de la compétitivité des sites qui permettent de consolider leur position et de contribuer ainsi à leur maintien sur le sol français, et puis des enjeux comme la réduction de l'empreinte environnementale le long de la chaîne d'approvisionnement, ou encore beaucoup de travaux sur l'amélioration et le renforcement des processus d'innovation. Alors peut-être pour apporter déjà quelques éléments de réflexion sur la thématique de la commission, elle me semble couvrir deux grands aspects qui sont à la fois connexes et distincts. D'abord la sécurité de l'approvisionnement, et ensuite une question qui a été beaucoup débattue lors des audiences, qui est celle de la désindustrialisation éventuelle de la France. Peut-être en termes de résilience de la chaîne d'approvisionnement, quelques réflexions. D'abord, la pénurie de médicaments ne constitue pas une problématique franco-française, et elle touche un grand nombre de pays industrialisés. Les phénomènes sont assez contrastés entre les pays et ne touchent pas forcément d'ailleurs les mêmes médicaments selon les pays. Il me semble que l'Italie ou l'Allemagne, par exemple, ont eu des pénuries récentes sur l'ibuprofène. Donc premier élément, il n'y a pas une exception française de ce point de vue-là. Deuxièmement, les causes sont multifactorielles et les sources de vulnérabilité et de fragilité peuvent se situer sur différentes étapes de la chaîne et varient d'ailleurs d'un produit à l'autre. Il y a eu pas mal d'éléments qui ont été abordés lors encore une fois, des auditions précédentes, donc j'y reviendrai peut-être pas là, mais peut-être qu'on pourrait y revenir. Et évidemment, la pandémie de Covid-19 a eu un effet aggravateur en perturbant les chaînes d'approvisionnement de multiples manières, et aujourd'hui, les chaînes d'approvisionnement n'ont pas encore retrouvé complètement le point d'équilibre d'avant Covid. Sur le deuxième sujet, celui de la localisation de la production sur le sol français, peut-être deux points en introduction. D'abord, ce sujet de désindustrialisation n'est pas propre à l'industrie pharmaceutique et n'est pas non plus un phénomène récent. Malheureusement, la France a perdu depuis 30 ans, a fait face à une désindustrialisation assez forte et plus forte que dans d'autres pays de l'OCDE. La part de l'industrie dans le PIB est passée de 19% en 2000 à 13% actuellement. Et donc on est sur malheureusement un phénomène qui n'est pas propre à l'industrie. La deuxième réflexion, c'est que cet enjeu-là, la production est évidemment une composante importante de ces enjeux-là, auxquels nous sommes très sensibles. Mais en fait, cet enjeu-là, il va au-delà. C'est vraiment un enjeu de comment est-ce qu'on fait en sorte de développer la valeur ajoutée au sens du produit intérieur brut qui est produite sur le sol français. Et en santé, ça passe par le soutien à l'innovation, à la recherche biomédicale, ça passe par le développement des biotech et des startups, ça passe par la localisation des essais cliniques sur le sol français, ou encore d'ailleurs la localisation de centres de décision européens ou globaux sur le sol français. À ce titre, d'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'au global, l'industrie pharmaceutique a été créatrice d'emplois sur la période. Les emplois sont passés de à peu près 78 à 96 000 entre 2009 et 2020. Et le taux de valeur ajoutée, encore une fois, au sens du PIB, est passé de 25 à 34% sur cette période. Donc je pense que c'est aussi intéressant de porter un regard là-dessus de manière un peu plus globale. Très bien, je vous remercie. Monsieur Gauthier. Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, merci de m'accueillir en qualité d'associé de Roland Berger France, fonction que j'occupe depuis 5 ans. Je vais m'efforcer dans ce propos liminaire de vous présenter nos activités en France, et plus particulièrement celles qui concernent le secteur de la santé. Je tâcherai d'être le plus clair possible dans l'exposé de nos activités et je serai naturellement à votre disposition pour répondre à vos questions. Si je commence par Roland Berger est un cabinet d'origine européenne qui s'est implanté en France en 1990
Notre bureau parisien compte aujourd'hui près de 300 collaborateurs. Nos expertises couvrent une partie des problématiques des directions générales et ces problématiques constituent le socle de nos projets que nous réalisons pour le compte de nos clients. Nos interventions sont ciblées et délimitées dans le temps et systématiquement assorties d'un engagement de résultat. Nous élaborons notamment des plans et des revues stratégiques, nous réalisons des modélisations économiques et financières qui permettent de factualiser certains résultats et nous menons des analyses d'impact dans le cadre de conduite de programme. Nous intervenons dans différents domaines, les services financiers, la distribution, la grande consommation, le secteur public, l'énergie, l'aéronautique et les transports, et bien sûr, le secteur de la santé et du soin. Toutes ces activités, toutes celles que je viens de mentionner, ont un poids comparable dans notre portefeuille d'activités. La part des clients français issus du secteur de la santé s'élève à environ 10% aujourd'hui de nos activités. Sur la base des 15 dernières années d'expérience dans le conseil en secteur de la santé, Roland Berger France a développé des méthodologies spécifiques aux problématiques stratégiques et opérationnelles, et c'est ce que nous proposons à nos clients. Nous intervenons dans une grande partie de l'écosystème de la santé, donc dans la chaîne de valeur pharmaceutique, auprès des laboratoires, auprès des fabricants, des grossistes répartiteurs et des officines, dans la chaîne de valeur des dispositifs médicaux, auprès des fabricants et de certains distributeurs, auprès des acteurs du soin dans leurs différentes infrastructures, cabinets, cliniques, hôpitaux, et auprès des fournisseurs de services de l'écosystème, fournisseurs de logiciels notamment. Nos missions couvrent divers aspects. Une grande partie de notre activité est liée aux travaux que l'on nomme diligence stratégique, lors notamment d'activités d'acquisition. Donc, dans ce type de travaux, nous menons des études de marché, d'analyse de concurrence, d'analyse des facteurs clés de succès pour ces acteurs, notamment dans le domaine des dispositifs médicaux, en cardiologie, ophtalmologie, orthopédie. Nous analysons également les constitutions de chaînes de soins, à la fois dans la santé humaine, mais aussi dans la santé animale. Et enfin, une partie de nos actions et de nos activités s'articule autour de missions de développement, de plans stratégiques, de développement d'activités pour ces entreprises. Dans les typologies de clients, nous accompagnons les startups et les biotech françaises dans leur développement, notamment à l'international, pour maximiser leurs chances de succès. Nous aidons nos clients à définir des stratégies de diversification, donc à investir dans d'autres activités que leurs activités cœur. Et nous soutenons également certains acteurs, notamment des dispositifs médicaux, à capturer des opportunités de croissance sur de nouveaux marchés. Enfin, nous aidons nos entreprises, naturellement, à s'adapter aux nouvelles exigences des marchés et à acquérir des compétences clés nécessaires à leur futur développement. Très récemment, on travaille régulièrement dans tout ce qui est acquisition de compétences digitales sur des nouvelles opportunités offertes par les canaux de distribution. Comme demandé, nous vous avons préparé la liste d'études et de notes sur les 5 dernières années que nous tenons à votre disposition. Et même si nous n'avons pas directement travaillé sur le sujet de la pénurie de médicaments, je me tiens naturellement à votre disposition pour répondre à vos questions. Très bien, je vous remercie d'avoir respecté le temps alloué. On va essayer d'avoir la même discipline rigoureuse pour la suite, de façon à avoir un échange le plus fourni possible. Et comme les questions sont nombreuses, voilà, je passe tout de suite la parole à Madame la rapporteure Laurence Cohen. Merci Madame la Présidente. Donc, je vais vous poser plusieurs questions et je vais vous demander vraiment de répondre à chacune d'entre elles, bien évidemment. La première question, vous l'avez souligné plus ou moins chacun dans vos propos liminaires, c'est qu'effectivement, depuis une trentaine d'années, il y a une politique de délocalisation des entreprises, et notamment pharmaceutiques, mais pas que, mais pour ce qui nous intéresse, on va dire pharmaceutiques, délocalisation donc dans d'autres pays, pour des raisons, les auditions l'ont fait ressortir, pour des raisons de rentabilité, on va dire, optimale, puisque les normes sociales et environnementales étaient, on va dire, moins exigeantes dans d'autres pays qu'en France ou en Europe. Donc, moi, je voudrais que vous me disiez de manière extrêmement précise, est-ce que vous, en tant que cabinet conseil, vous avez conseillé à une entreprise d'externaliser ou de délocaliser de telles activités de production? Et pratiquement le corollaire, on va dire, à cette question,
c'est que quelle a été votre appréciation sur la fiscalité pour conseiller les délocalisations et notamment en balance, quelle appréciation vous avez pu avoir sur les aides publiques, je pense notamment au CIR. Donc ça, c'est les deux questions qui sont du même ordre. Peut-être que je vais vous laisser y répondre et j'enchaînerai par des questions sur les prix. C'est pour ça que, à questions précises, réponses précises, et qui se conçoit bien, s'énonce bien, comme on dit. Monsieur Lopez. Alors, comme je vous l'avais dit, en fait, sur la question vraiment très industrielle, nous, ce n'est pas un de nos cœurs d'activité. Néanmoins, c'est quand même des sujets qui peuvent émerger dans des discussions avec nos clients, notamment parce qu'en fait, quand il y a une question d'implantation d'un site, il y a une question de compétition entre pays. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on met en valeur les atouts qui sont ceux de notre territoire pour les faire valoir à la maison mère. Après, la question de la décision de la maison mère et de son rationnel, souvent, elle nous échappe. Alors, après, de manière un peu pragmatique, ça peut être très axé sur la problématique fiscale. Et la France n'a pas une aura très positive sur le sujet. Notamment, moi, je travaille pour beaucoup de clients étrangers, notamment américains, qui ont une sorte potentiellement d'épidermie par rapport à la complexité, aux millefeuilles en fait, de taxation en France, notamment quand ils vont jusqu'au bout du cheminement en se disant bon, bah, si j'investis de l'argent pour produire en France et qu'ensuite je vais être confronté à une négociation de prix extrêmement dure et difficile à comprendre pour moi, et après il va y avoir un enchaînement en fait, de taxes et de contributions qui va venir s'ajouter là-dessus, je dois admettre que pour les convaincre, c'est pas forcément évident. Hein. Donc il y a quand même une sorte aussi des fois d'image un peu préconçue sur la France, c'est compliqué. Voilà. Moi, c'est ce que je constate de l'expérience que j'ai eue pour avoir essayé de défendre en fait soit des implantations, soit des extensions de sites en France, notamment de recherche. Voilà. Pour ma part, c'est le peu de regard que j'ai sur le sujet. Très bien, merci. Monsieur Plamblanc. Question précise, réponse précise. Nous n'avons pas travaillé sur des problématiques de délocalisation de sites industriels en France sur les 5 dernières années. Nous avons travaillé sur des problématiques de spécialisation de sites pour répondre à des besoins d'efficience, conscient que certains de nos clients faisaient un peu de tout partout, ce qui générait de la complexité, de la perte d'efficacité. Et donc, on a effectivement travaillé sur des problématiques de comment respécialiser les sites sur un certain nombre de technologies, de types de produits pour driver de l'efficience. Il n'y avait aucune considération de délocalisation. Très bien. Monsieur Wiersbach. Alors, même chose, question précise, réponse précise. Sur les délocalisations, non. À ma connaissance, nous ne sommes pas intervenus sur des sujets qui auraient eu pour conséquence directe des délocalisations de sites industriels en France au cours des 5 dernières années. Vous avez également posé la question de l'externalisation. Et donc je mets le sujet également de manière très précise sur la table. Oui, nous sommes intervenus sur un sujet qui peut être considéré comme une externalisation, mais sur lequel on pourra revenir, qui est que nous avons travaillé en amont de la création d'EuroAPI, puis ensuite en aval sur la mise en œuvre d'EuroAPI. Voilà. 2-3 éléments également très précis de notre côté. Comme je vous le disais, la focalisation de nos travaux pour l'industrie sur les problématiques de manufacturing en France est vraiment focalisée sur ces notions de renforcement de la base industrielle, de développement des capacités de production, d'amélioration de la compétitivité et du positionnement de ces sites en France, ce qui contribue à leur maintien en France. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, à ma connaissance, et dans l'état de l'avancement de notre collecte de données qui est déjà bien avancé, nous n'avons pas accompagné de projets de délocalisation ou de fermeture ou d'externalisation de sites en France. Ça peut être un effet connexe. Pour compléter le propos de mes collègues,
Nous ne sommes pas intervenus directement dans ces enjeux de délocalisation et de choix d'industrialisation. Malgré tout, nous avons travaillé sur des réflexions autour du renforcement de l'attractivité de la France, notamment dans le choix que mentionnait M. Lopez tout à l'heure, de cette compétition interpays. Et donc effectivement, dans la prise en compte des critères d'investissement industriel ou autres, on a différentes thématiques qui interviennent. Alors vous mentionniez la thématique fiscale et réglementaire, effectivement. Elle fait partie d'un environnement économique qui sous-tend n'importe quelle décision d'investissement. C'est des décisions d'investissement qui représentent des sommes importantes. Donc effectivement, la question de l'environnement réglementaire fiscal est posée. Mais à côté de celle-ci, vous avez aussi des vraies questions autour de la capacité à créer ou avoir des emplois ou des compétences de filières de santé disponibles dans le territoire, qui permettent de rassurer en fait un investisseur ou un laboratoire dans la capacité qu'aura le pays à doter l'usine des bonnes ressources et à permettre le bon développement. Ça, c'est un élément important. On mentionnait tout à l'heure le millefeuille. Effectivement, parfois, cette surtransposition, cette multitude de complexités réglementaires pose malgré tout question sur la capacité, même s'il y a des efforts qui ont été faits et une simplification qui a été faite, parfois pose certaines questions sur la capacité du choix. Le troisième sujet sur lequel la France est relativement grandi sont les infrastructures. La capacité logistiquement de pouvoir transporter un médicament sur l'ensemble du territoire, la capacité à bénéficier de soins, d'unités de soins de qualité pour pouvoir administrer en fait les différents médicaments. Et enfin, il y a une problématique qui est une problématique aussi d'optimisation du maillage du territoire pour être sûr que dans la manière dont le soin est organisé, on arrive à mettre les bons moyens aux beaux endroits. Et donc on a souvent été confronté en France à cette problématique de saupoudrage, d'investissement un peu partout. Après, vous posez une question très précise sur le crédit impôt recherche. Effectivement, c'est aujourd'hui, dans l'analyse qu'on avait pu faire, un vrai outil de différenciation de la France et qui est un outil important dans la capacité qu'a le territoire aujourd'hui à venir attirer un certain nombre d'investissements. Très bien, merci. Oui. Vous avez été le seul, Monsieur Gauthier, à répondre sur le fait qu'effectivement le CIR était un excellent outil. Je crois que quand je vous parle de la fiscalité, il faut prendre en compte qu'au niveau des aides publiques, la France est numéro 1. Donc là, je ne l'ai pas entendu dans vos autres propos. C'est ma première réflexion par rapport à mes questions. Ma deuxième réflexion s'adresse à Monsieur Plantevin. Est-ce que c'est vous, enfin votre cabinet conseil, puisque nous avons, comme vous le savez, notamment auditionné Sanofi. Est-ce que c'est vous qui avez conseillé à Sanofi en quelque sorte réduire la voilure à Aramon et Sisteron au nom justement de la spécialisation? C'est ma deuxième remarque. Et puis, quand je parlais de délocalisation, c'est quand même une stratégie de la France. Pas d'ailleurs que de la France, vous l'avez noté, c'est une stratégie aussi qui s'est jouée au niveau européen. Donc vous dites non, on n'a pas conseillé en termes de délocalisation. Est-ce que dans ce que vous dites, si je comprends bien, ça veut dire que vous n'avez même pas émis des conseils concernant des délocalisations partielles, par exemple, de technologie et de production au motif de l'efficience? Est-ce que j'ai bien compris? Là, ça s'adresse à tous. On va donner la parole à M. Plantevin qui a été interpellé directement et on va refaire le tour. Vous en profitez pour répondre aux autres questions en même temps. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. Vous comprendrez que dans une audition publique, on ne citera pas le nom de nos clients, mais je vais répondre à votre question. Nous n'avons pas travaillé pour Sanofi sur ces sites que vous évoquez là. Non plus. Sur les problématiques de délocalisation, je vais répéter ce que je disais précédemment. Nous n'avons pas effectivement travaillé sur de la délocalisation de sites en France sur les 5 dernières années. Et donc, voilà, je vais me permettre de reformuler. Est-ce que dans vos conseils, il y a pu y avoir, dans les
conséquence des délocalisations ou une stratégie industrielle qui a fait que le paysage tel qu'il était constitué a été modifié. Et donc, même si vous n'avez pas donné le conseil de délocaliser, vos conseils ont pu entraîner par la suite ces événements-là, en sachant que vos clients sont des clients inscrits dans le temps. Et donc, forcément, l'interaction est régulière. Et donc, vous êtes forcément au courant de ce qui a pu se passer, même s'il n'y a pas d'accusation de lien direct, il y a cependant des conséquences indirectes. Merci pour la précision de votre question. Donc, le focus de notre activité en servant les Big Pharma en particulier se concentre essentiellement sur leurs produits innovants ou leurs nouveaux produits. Nous avons assez peu intervenu sur des problématiques de produits matures. Et le focus de la politique de délocalisation ou d'externalisation, comme l'évoquait M. Wiersba, est plutôt sur les produits matures. Donc, dans le cadre du spectre d'intervention que nous avons fait pour l'industrie pharmaceutique en France, je ne vois pas de lien direct entre les recommandations que nous aurions pu faire et des conséquences industrielles de délocalisation sur les 5 dernières années. Monsieur Lopez. Et de la même manière, en fait, on travaille quasiment jamais en fait sur des produits matures, sur des enjeux qui sont liés aux produits matures. Quand les clients nous appellent, c'est justement pour des lancements de produits, donc c'est des nouveaux produits, des nouvelles technologies, des innovations, ce que eux considèrent en tout cas comme des innovations, qui sont souvent pas produites en France, voire ni même en Europe. Donc le sujet en fait de l'outil productif tel qu'il est ou tel qu'il va devenir, nous c'est un sujet sur lequel on interagit quasiment jamais. Le seul sujet sur lequel on peut interagir, c'est sur notamment des éléments de régulation, mais je pense que vous y viendrez après par le comité économique, qui peuvent, eux, toucher des produits qui ont déjà eu une vie. Ça, c'est un autre sujet, en fait. Donc, pour ma part, non. Oui, puisque c'est un moment dans la phase du médicament où les deux sont liés, l'innovation et le médicament mature, sur la fixation du prix. Oui. Oui. Oui, alors, oui, mais je pense que ça fait partie d'une autre partie de l'audition. Monsieur Wiersba. Comme vous le disiez, hein, c'est très difficile de retracer précisément, mais je pense que même indirectement, à ma connaissance, je ne vois pas de choix ou de travaux que nous ayons pu faire stratégiques qui puissent avoir une conséquence soit sur des transferts de technologie, soit sur des transferts de volume, soit sur des transferts de sites de production, que ce soit sur des produits matures ou voire innovants. Et sur le CIR ? C'est-à-dire ? Oui, je sais. Ce que j'ai posé comme question concernant le fait que les aides publiques soient très généreuses en France, que donc ça fait partie d'atouts. Oui, tout à fait. Mais donc on revient. Pour répondre à cette question, je n'ai pas adressé ce point-là, qui est effectivement un point important. Je pense que l'attractivité d'une localisation industrielle dépend d'un certain nombre de facteurs, comme vous l'évoquez. Il y a des facteurs fiscaux, évidemment, et d'aide publique comme le CIR. Il y a des facteurs de compétences et d'infrastructures. Il y a des facteurs de prix. Il y a des facteurs de coûts de matières premières. Je pense que les choix de localisation sont effectivement très multidimensionnels et qu'il y a un certain nombre d'atouts en France. Vous citez le CIR et une certaine partie du cadre fiscal. Je pense que les infrastructures également sont de bonne qualité. Je pense que les compétences techniques sont également de très bonne qualité. Je pense que l'énergie, et aujourd'hui c'est un élément important, est assez compétitive. Donc je pense qu'il y a un certain nombre effectivement d'éléments positifs en France. Et il y a également des éléments négatifs qui ont été cités à de nombreuses reprises lors de vos différentes auditions. Donc absolument, je reconnais ce que vous dites sur le fait qu'on a des avantages importants en France et également des désavantages sur un certain nombre de points. Monsieur London. Je partage absolument ce qui vient d'être dit sur les facteurs de compétitivité de la France. Je pense que ce type de mécanismes peuvent absolument en faire partie. Et les notions effectivement de disponibilité de compétences sur le sol français et de productivité aussi des sites en France, etc., sont des éléments d'attractivité du territoire français. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément sur la fiscalité, nos principes nous interdisons de donner des conseils à nos clients sur des éléments fiscaux.
Ça ne fait pas partie du périmètre des conseils que nous sommes habilités à donner à nos clients. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et troisième élément, encore une fois, à ma connaissance, je ne sers pas directement les acteurs de l'industrie sur ces sujets, mais néanmoins, à ma connaissance, et encore une fois sur la base de la collecte d'informations, je n'ai pas identifié de projet qui, directement ou indirectement, amène à de la délocalisation ou du transfert de technologie. Donc j'aurai la même réponse en termes de projet. Sur la liste des études qu'on a préparées, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de projet directement lié à ces analyses. Après, peut-être juste pour mettre un peu les choses en perspective, quand on travaille sur le renforcement de la compétitivité d'un acteur en France, effectivement, il y a un certain nombre d'arbitrages qui sont faits aujourd'hui pour se dire où se trouve et comment l'acteur peut maximiser et créer la meilleure valeur possible. Et donc forcément, nos travaux nous conduisent généralement à aider les acteurs à déterminer les meilleures poches de marché en fait, pour pouvoir être au meilleur niveau de compétitivité. Pour être au bon niveau de compétitivité, naturellement, à un moment, il y a un certain nombre d'arbitrages qui peuvent être faits de manière indirecte à nouveau, qui sont des arbitrages qui peuvent être des arbitrages de spécialisation à un moment pour être sûr d'être au bon niveau de compétitivité sur les sujets les plus importants et qui peuvent par ricochet à un moment avoir un impact sur ce que pourraient être des molécules moins performantes sur un certain nombre de sujets. Donc, mais ça, je dirais que c'est une évolution classique en économique, dans la mesure où quelque part les entreprises ont à un moment une logique de développement d'une partie de leurs activités. Donc j'ai bien entendu que McKinsey ne donne pas de conseils fiscaux. J'aimerais bien savoir si les autres cabinets en donnent. Et puis je suis un petit peu dubitative, on va dire, parce qu'on peut jouer comme ça au chat et à la souris dans les questions pour les repréciser. Ça joue un peu la montre, mais j'ai bien noté que quand même les choix de localisation ou de rester sur le territoire dépendent effectivement de nombreux facteurs. On ne l'apprend pas avec vous, avec votre audition, ça a été dit tout au long des auditions que nous avons commencées depuis plusieurs mois. Puis on a une petite culture sur le sujet, on le savait déjà. Mais justement, ces choix de localisation, qui sont multifactoriels, eh bien, il y a des atouts pour la France. Et je pense qu'en tant que cabinet conseil, vous hiérarchisez les atouts, me semble-t-il. Et que parmi les atouts que vous pouvez hiérarchiser, il ne me semble pas aberrant de penser qu'il y a la notion de fiscalité. Alors, si c'est pour préciser ma question parce qu'elle était floue, je la précise. Et on peut comme ça faire une cascade de clarification. Mais je pense que c'est important que vous alliez au bout de vos réponses, comme j'essaye de clarifier mes questions si elles ne sont pas suffisamment claires. Et je vais continuer pour que on va faire des questions au moins par deux pour permettre après à mes collègues de pouvoir poser également des questions. Mais j'aimerais que vous puissiez nous dire si vous avez conseillé en dehors des industries et des laboratoires pharmaceutiques, est-ce que vous avez conseillé des entités publiques et évidemment du secteur de la santé et ayant trait à la souveraineté sanitaire. Donc quand je parle d'entités publiques, pour que nous soyons extrêmement clairs et que ma question soit mieux comprise, je parle à la fois au niveau des ministères, que ce soit le ministère de la Santé ou le ministère de l'Industrie, par exemple, pour ne prendre que des exemples, mais pour que mon sujet soit bien clair et bien cadré, évidemment, quand je parle du ministère de la Santé, je pense aussi aux agences qui en dépendent. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais vous les avez bien en tête. Donc j'aimerais bien avoir de ce point de vue-là des réponses à mes questions. Et puis, est-ce que vous avez conseillé des structures hospitalières ? Je pense à la PHP, mais il n'y a pas que la PHP, il y a la PHM, il y en a plein d'autres, ou des fédérations hospitalières, et y compris les centrales d'achat. Donc sur quel point et sur quel montant ?
Peut-être que là, mes questions sont plus précises, donc plus compréhensibles. On a atteint un seuil de précision assez correct. Monsieur Lopez? Oui, c'est effectivement très très précis. Et la réponse va être très précise, c'est non, en fait, parce que le domaine d'activité, par exemple, de conseil hospitalier, touche, je pense, à des cabinets qui ne sont pas présents ici. C'est pareil, c'est des structures qui sont très spécialisées dans l'organisation hospitalière de structures hospitalières. En tout cas, nous, on ne fait pas. Et conseil vers des ministères non plus. Donc, pour être très précis, pas pour ma part. En tout cas, à ma connaissance. Monsieur Plandon. Ça fait de nombreuses années que Bain a fait un choix de ne pas servir le secteur public. Donc, nous ne sommes pas intervenus auprès de différentes instances gouvernementales ou ministérielles ou d'autorités régionales. On a fait un projet, en fait, pour le ministère de la Santé et le ministère de l'Industrie. C'était ce qu'on appelle un projet pro bono, c'est-à-dire gratuit, pour accompagner le ministère de l'Industrie et de la Santé dans la montée en capacité des tests Covid en préparation de confinement en avril 2020. Avec une vraie conscience d'aider le pays à sortir du confinement. Et il y avait 3 grands sujets. Le premier, c'était la montée en capacité de la capacité à délivrer du test. Le deuxième, c'était se concentrer sur la sécurité d'approvisionnement d'un certain nombre de produits absolument critiques, allant de choses très simples telles que des écouvillons, jusqu'à l'accompagnement de sociétés de biotech ou start-up délivrant ou produisant des tests Covid qui pouvaient potentiellement accompagner le gouvernement dans sa montée en capacité en sortie de confinement. Alors, réponse également précise autant que je peux. L'activité secteur public est une activité très, très minime pour nous. C'est moins de 1% de notre chiffre d'affaires. Sur le secteur de la santé en service public, ce ne sont pas des projets que moi-même je suis pour des raisons de séparation entre nos activités privées et nos activités publiques. À ma connaissance, nous avons réalisé, je crois, 3 projets au cours des 5 dernières années, et à ma connaissance également, aucun lié à la souveraineté sanitaire. Voilà. Pour plus de précision, je devrais vous revenir par écrit. Alors, en ce qui nous concerne, on a un secteur public et un secteur d'activité en santé publique qui est substantiel. On a eu l'occasion d'accompagner un certain nombre d'acteurs publics. On a travaillé avec un certain nombre d'hôpitaux publics, notamment principalement sur des sujets d'amélioration des parcours de prise en charge des patients, d'amélioration opérationnelle du fonctionnement des hôpitaux. On a travaillé aussi pas mal sur des sujets d'innovation, notamment au développement d'instituts hospitalo-universitaires, par exemple. On a également travaillé avec un certain nombre d'autorités de santé, notamment sur la mise en œuvre des aspects logistiques de la campagne de vaccination il y a quelque temps. Et on a fourni d'ailleurs l'année dernière une liste très complète de l'ensemble des travaux qu'on a pu effectuer dans le champ public. Donc je serais ravi de vous le refaire passer. Je n'ai pas forcément tout en tête, mais de mémoire, et on pourra vous repréciser ça, j'ai pas mémoire là qu'on ait vraiment travaillé sur des sujets de souveraineté sanitaire. Après, le sujet de la commission d'enquête, la souveraineté, c'est une des portes d'entrée. On est bien sur la pénurie de médicaments, et là, pour le coup, les questions de logistique interviennent forcément. Et donc, quand on parle d'approvisionnement, il me semble que c'est lié. Pardon, excusez-moi. Oui, mais du coup, quelle est la question spécifique à propos éventuellement de ces appuis-là?
C'est Monsieur Benarous. Oui, je vais prendre la parole parce qu'effectivement, au moins sur la partie qui concerne nos activités auprès du secteur public dont j'ai la charge au sein de Roland Berger à Paris. Donc pour ce qui concerne Roland Berger, il y a eu 3 accompagnements sur les 5 dernières années qui concernent la sphère que vous évoquez. Le premier concerne un accompagnement pour l'AP-HP sur des sujets d'optimisation du fonctionnement interne en dehors de l'activité de santé, donc l'activité de restauration, l'activité d'hébergement, l'activité de lingerie. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait pour l'AP-HP. Un deuxième travail qui a été fait au tout début de la crise Covid, en pro bono pour la PHP, on a mis à disposition un certain nombre de nos consultants pour aider la PHP à des choses très simples. Simplement, il y avait des appareils médicaux qui arrivaient sur le parvis des hôpitaux à Paris et il fallait des individus pour les aider à les dispatcher au sein des hôpitaux. Donc on a accompagné la PHP sur ce sujet sans facturation. Et enfin, un dernier projet, on a mis à disposition des équipes, en l'occurrence quelques personnes, 1 ou 2, sur la durée de la crise Covid au sein du ministère de la Santé pour les aider au sein de la cellule de crise à gérer tout un tas de sujets. Je serais bien en peine d'évoquer là un par un, mais on pourra mettre à votre disposition les consultants qui ont travaillé spécifiquement et qui pourront dire précisément ce qu'ils ont fait dans le cadre de cette crise Covid. Voilà les 3 projets qui concernent la sphère que vous évoquez. Oui, vous comprenez bien qu'à partir du moment où vous intervenez au niveau donc des entités publiques, notamment les hôpitaux, et que vous avez été amené à intervenir au niveau notamment de la crise Covid, vous avez sans doute été amené, et c'est les précisions que je souhaiterais notamment avoir, outre celles qu'on peut avoir en notre possession par rapport à une autre commission d'enquête. Donc ça va, les informations circulent entre nous, mais c'est la notion des stocks, par exemple. Est-ce que vous avez été amené à travailler sur ces questions et à conseiller vos clients en matière de stock? Parce que ça, c'est un lien direct avec les pénuries de médicaments. Et puis, mettez donc cette question un peu au chaud. Et j'enchaîne sur le fait que plusieurs d'entre vous ont dit qu'effectivement, ils allaient nous donner des précisions, notamment sur leur intervention concernant la fixation des prix et la négociation des prix des médicaments. Nous avons reçu, vous l'avez peut-être vu, la société IQVIA, et si on va sur son site, on peut voir un certain nombre de conseils qu'ils prodiguent à leurs clients. Donc, vous, de quelle manière vous êtes intervenu pour obtenir le meilleur prix possible pour les médicaments? Et puis, je vais un petit peu plus loin. Est-ce qu'il vous est arrivé, en fait, de négocier ou de participer plus exactement directement aux négociations avec le CEPS? Monsieur Lopez. Donc là, la réponse va être oui. Parce que ça, c'est un peu mon cœur d'activité. Donc, pour comprendre le sujet, il y a effectivement, quand les clients viennent vers nous pour savoir quel pourrait être l'horizon de ce qui pourrait escompter en France, il y en a une partie d'entre eux qui n'ont pas forcément d'expertise sur le sujet. Donc ils ont besoin d'un décryptage, d'une part, des étapes, ensuite d'un accompagnement dans les étapes. D'autres sont présents en France, peuvent être des très grosses structures, mais n'ont pas forcément une pratique répétitive et quotidienne du sujet d'évaluation et de négociation. Ce sur quoi on peut aussi nous les aider en fait, à les actualiser sur et les pratiques et ce à quoi ils peuvent s'attendre. Donc dans ce cadre-là, en fait, on va d'une part les aider pour ce qui est des étapes d'évaluation, à présenter de manière correcte et telle qu'elle est attendue par l'HAS, en fait, leurs données cliniques. Et ça va donner lieu effectivement à une évaluation SMR à SMR comparateur que le comité économique va ensuite utiliser pour la fixation de son prix. Et dans la fixation du prix, il y a quand même 2 composantes. Il y a le prix facial, donc ce que vous voyez sur les boîtes, et qui peut des fois paraître extrêmement cher. Puis il y a toute la phase de régulation, et donc de prix net. Et il y a une vraie dissymétrie entre ce qu'on voit sur la boîte et ce qui est réellement payé par la collectivité
au regard des régulations en fait, qui se font et à l'entrée et ensuite durant toute la vie du produit. Donc ça, oui, effectivement, nous, on aide nos clients. Alors, il y a un point important, c'est que déjà, on les aide à comprendre qu'ils ne vont peut-être pas obtenir ce qu'ils ont en tête au départ. Donc il y a quand même un gros travail de pédagogie, notamment pour les firmes étrangères, de leur expliquer quel est le champ des possibles. Et le champ des possibles en France, il est clairement délimité en fait par l'évaluation HAS et ensuite les critères sur lesquels le comité économique se fixe pour décider du niveau des prix. Et c'est très souvent les comparateurs et le prix net des comparateurs. Et là, il y a forcément des désillusions parce qu'en fait, quand vous faites tout un développement clinique dans une maladie qui est très peu dotée en alternatives thérapeutiques, mais que votre comparateur, c'est, je vais prendre quelque chose de très peu cher, un corticostéroïde, bah, la base de la négociation, elle va partir de là quand même. Et ça peut être un peu déceptif quand même. Et donc, mieux vaut les prévenir au début, ensuite leur expliquer s'il y a des alternatives à ça ou pas, et si oui, lesquelles elles sont en fait, pour qu'ils puissent élaborer d'une part une vision de ce qu'ils vont obtenir, et ensuite essayer d'y arriver. Et donc, nous, on n'intervient pas directement auprès du comité économique. Moi, je conseille mes clients, et ensuite je les laisse, parce que c'est des adultes responsables, faire leurs propres négociations. Et après, là, il y a un paramètre qui est incontrôlable, c'est la qualité du négociateur. Moi, je ne suis pas responsable du sujet. C'est-à-dire que je pense que deux mêmes situations faites par deux personnes différentes n'aboutissent pas au même résultat. Et ça, c'est ma vision personnelle du sujet. Après, pour en revenir à votre point, est-ce que ça peut engendrer des situations de pénurie? En tout cas, ou de moindre accès? Oui, je le pense, oui. Moi, j'ai deux exemples récents. Un produit entrant sur le marché. Alors, et en plus, un peu inattendu sur sa conclusion, parce que firme française, développement français, fait à la demande de cliniciens français, pour avoir une solution thérapeutique, alors qui n'est pas une révolution dans les produits qu'elle contient, mais en tout cas dans sa galénique et son mode de dispensation. C'est pour des enfants, donc c'est une solution pédiatrique, dans une situation où le traitement demande à réveiller son enfant jeune 3 fois par nuit pour lui faire ingurgiter quelque chose qui est une préparation hospitalière qu'il n'a pas du tout envie de prendre parce que c'est un goût, moi j'ai testé, mais moi je pense que je ne serais pas très compliant au sujet. Donc cet industriel en fait fait un développement, fait des études, démontre que sa solution est intéressante d'un point de vue innovation vu qu'elle obtient une ASMR 4. Et ça reste un point d'interrogation pour moi. En conclusion de négociation, on arrive à un point de proposition du comité et qui sont liés à ces critères de fixation du prix, qui sont les critères publics et ceux de l'accord cadre, qui sont en dessous du prix de revient industriel. Donc là, effectivement, la question de lancer un produit qui va vous coûter de l'argent à chaque boîte que vous allez vendre, elle est un peu compliquée quand même. Et là, on ne parle pas de produits à 5 000 euros par mois. On parle de produits de coûts de traitement à 5 000 7 000 euros par an. Et le comité, mais a raison par rapport en fait aux éléments dont il est à disposition, dit oui, mais le critère industriel n'est pas un critère de fixation du prix. Alors, à petite modulation avec les derniers textes. Avec l'article 65 quand même du PLFSS. Ça reste marginal quand même. Oui, mais enfin, oui, c'est pas prévu marginal dans la loi. Ça reste marginal. Et puis après, il y a un point sur lequel moi je n'ai pas de réponse, c'est que le comité dirait, même si on arrive au point de revient industriel, ensuite moi je ne suis pas garant d'une quelconque marge que vous devez réaliser. Et donc oui, effectivement, même si on arrive au point de revient industriel plus la marge de distribution, une entreprise qui fait 5 ou 10 ans de recherche pour arriver à mettre sur le marché un produit qui potentiellement lui coûte marginalement de l'argent, c'est une situation compliquée. Elles ne sont pas très fréquentes, mais elles existent, ces situations-là. Et à l'inverse, moi j'ai rencontré une situation où un laboratoire a un produit qui est un produit de prescription régulé. Il fait appel à des façonniers français, dont un qui est très dépendant en fait, de ce produit. Se retrouve dans une situation où l'augmentation de la cascade des prix de production, coût des matières premières, l'amène à avoir un prix de revient par unité qui est au-dessus de son prix régulé, et pose la question au comité de est-ce qu'on peut se décontraindre en fait, de ce prix régulé, l'augmenter pour assurer une pérennité.
La réponse du comité, parce que ces règles sont faites ainsi, c'est ben non, vous avez des comparateurs. Donc on ne peut pas renégocier. La résultante, c'est qu'il y a mise en péril au moins d'un des façonniers, mais ça, on n'y peut rien. Parce que, quoi qu'il arrive, que l'industriel fasse le choix de maintenir ce produit ou de le dérembourser, il y aura un impact sur les volumes. Donc il y aura un impact sur la production. Et donc il y a des fois, mais moi je ne critique pas le travail du comité, je dis juste qu'il a des fois des règles qui ne lui permettent pas en fait, de prendre en compte des éléments qui, à certains moments, permettraient de décontracter un peu ce type de discussion. Voilà. Tout à fait. Après, il y a des objectifs à gérer entre la transparence, la reproductibilité des relations contractuelles et ne pas donner le sentiment que l'essentiel de la négociation se fait sur quelque chose qui n'est pas de référence, quoi. Donc c'est un peu ça le sujet. C'est-à-dire qu'il y a les deux pendant. Je suis tout à fait d'accord. Juste dans le premier exemple que j'évoquais, moi je trouve quand même un peu étonnant, sachant qu'il y a un membre de la DGE est représentée au niveau du comité économique, la DGCCRF aussi, qu'on arrive in fine à faire une proposition qui soit en dessous d'un prix de revient industriel qui a été documenté, me laisse un peu perplexe. Alors ce produit, rassurez-vous, en fait, il continue à être distribué sur le marché grâce à une autorisation d'accès précoce qui a été maintenue et qui a été une solution qui a été trouvée, une sorte de rustine. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Il y a ce dispositif, vous en avez bénéficié, on continue à vous en faire bénéficier. Sa régulation est moins pénalisante que celle qui aurait été la commercialisation. Est-ce que pour la firme, c'est pérenne en termes de vision et d'investissement pour le futur et pour son directeur financier? Je ne suis pas très sûr. Voilà. Non, mais j'entends bien. On se focalise beaucoup sur les API et moins sur les formes galéniques, par exemple, qui pourtant peuvent être de l'innovation. Et c'est un vrai sujet, quoi. Surtout si elles permettent effectivement de l'observance d'un traitement qui ne l'est pas. C'est ça, l'observance est un élément qui est à prendre en compte dans la SMR. On est d'accord. Monsieur Clément-Devin. Alors j'évoquais précédemment nos travaux et notre accompagnement d'un certain nombre d'acteurs de l'industrie pharmaceutique sur les produits innovants. Et donc à ce titre, on intervient souvent dans des problématiques de stratégie de lancement ou d'accompagnement au lancement. La problématique d'accès ou de prix est une des problématiques parmi d'autres, des considérations marketing, des considérations d'affaires médicales, des considérations de supply. Voilà. La plupart de cet accompagnement se fait auprès des équipes globales. Et donc la considération franco-française est souvent une parmi tant d'autres. Et je vous rappelle que le poids de la France dans le marché mondial de l'industrie pharmaceutique est uniquement de 3%. Et donc nous ne sommes pas directement impliqués dans des problématiques spécifiques et techniques de fixation des prix ou de négociation avec le CEPS, ou comme on ne l'est pas avec l'IQVIG en Allemagne ou la NICE en Angleterre. Par contre, nous prenons en considération ces dynamiques de prix pour aligner les timings et les séquences de lancement, reconnaître cette histoire de reference pricing qui peut exister au niveau européen et qui peut jouer dans les séquences de lancement, etc. Voilà je dirais, le sujet le plus proche qu'on a de la problématique de fixation des prix et de négociation. Alors moi j'ai noté deux questions, madame. À la deuxième, qui était sur a-t-on travaillé sur la fixation de prix ou des éléments de négociation là non, je ne pense pas. À ma connaissance, non. Nous n'avons pas été impliqués sur des éléments liés à des prix de médicaments. Sur votre première question qui était sur les stocks, si j'ai bien compris, là, oui, nous avons des travaux en cours, précisément autour et qui sont liés en fait, entre autres aux pénuries et aux ruptures qu'on a pu constater, et qui sont également liés aux conséquences de la crise Covid, où un certain nombre d'industriels, et en l'occurrence un client, s'est rendu compte de la complexité de sa chaîne d'approvisionnement, du manque de transparence qui pouvait exister et du manque de solidité potentiellement d'un certain nombre d'éléments, et on nous a demandé d'aider à accompagner, à rendre cette chaîne d'approvisionnement plus robuste, avec un objectif très important qui est de diminuer
les ruptures et les pénuries, parce que celles-ci ont un coût important, et d'augmenter le niveau de service à destination de ses clients et à destination de des patients. Donc sur ce sujet-là, oui, nous avons un projet. Juste pour comprendre, donc on ne s'est pas focalisé sur les aspects de stock, on s'est focalisé vraiment sur les aspects de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement. Donc comment est-ce que par exemple on utilise des outils digitaux ou analytiques ou de la donnée de manière à beaucoup mieux anticiper des évolutions de demandes potentielles sur des produits qui sont très différents. Et ensuite, comment est-ce qu'on revient en arrière de manière à avoir une chaîne d'approvisionnement la plus fluide jusqu'au site de production. Donc on accompagne des équipes de manière très opérationnelle à mettre en place un certain nombre d'outils, de systèmes qui permettent de fluidifier et de rendre plus solide cette chaîne d'approvisionnement avec encore une fois l'objectif de mettre à disposition des patients les produits en temps et en heure et en volume nécessaires. Donc, ça signifie que c'est un travail qui peut qui va aboutir, et donc c'est pas que pensez-vous du fait qu'on mette en place ce travail pour une liste limitative de médicaments au plan européen et français, de façon à sécuriser l'arrivée de médicaments qui sont dits critiques, c'est-à-dire à la fois à fort risque de pénurie, de façon structurelle ou conjoncturelle, mais aussi qui ont un service médical rendu tel qu'ils sont essentiels et que toute pénurie est préjudiciable du point de vue de la santé publique. Oui, je pense que c'est un élément critique et important qui peut être effectivement pris en compte par les industriels, tout à fait. Okay. Monsieur Lenoir. Donc sur la question des stocks, sur la question du médicament, et on mentionnait tout à l'heure les hôpitaux, on a eu l'occasion de travailler, mais de manière, je dirais, très spécifique, avec des acteurs hospitaliers quand on intervient par exemple dans des blocs opératoires ou dans des unités de soins, sur la bonne adéquation des stocks déportés, de manière à s'assurer que les personnels voilà, aient ce qu'il faut, etc. Donc mais je pense qu'on est assez loin de ce qui nous occupe. Donc ça c'est le premier élément. J'ai pas mémoire, mais je pourrais encore une fois vérifier si on a été travailler sur des logiques des stocks plus larges au niveau d'un hôpital. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui vous occupe. Du côté vraiment industriel, etc., là, je ne sais pas. À ma connaissance, je n'ai pas identifié, encore une fois, dans la liste de projets qu'on est en train d'assembler de sujets, mais on vous fera parvenir cette liste-là en fin de semaine. Et on verra si effectivement il y a des choses, mais à ma connaissance, il n'y en a pas. Voilà. Pour ce qui est des aspects de prix, donc effectivement, mes collègues accompagnent, et je reprendrai à peu près les termes que M. Plantevin a utilisés, accompagnent des stratégies de produits, souvent à l'échelon global, et le plus souvent sur des problématiques globales. Et donc je ne sais pas dans quelle mesure le prix est vraiment une question spécifique sur laquelle on s'interroge. Et donc ça éventuellement dans le cas d'une stratégie globale c'est potentiellement le cas. Dans le modèle économique quand même. Bien sûr. Après, si vous voulez, sur l'aspect de stratégie et de fixation du prix, etc., je ne suis pas sûr, je ne sais pas dans quelle mesure on rentre vraiment sur ces considérations-là. Et encore une fois, comme le disait M. Plantevin, on est le plus souvent sur les problématiques globales, et donc la France ne représente qu'un élément limité du périmètre. Et enfin, on n'a pas d'intervention directe auprès du CEPS, et on n'a pas d'intervention directe dans ce type de négociation. Ça fait partie des règles qu'on se fixe, de ne pas intervenir directement dans ce type de choses. Et donc pour compléter, je pense que je rejoins ce que disent mes collègues. Les travaux qu'on mène dans les lancements de nouveaux produits sont des lancements qui consistent à déterminer les conditions de succès de l'entrée de ces produits dans les différentes géographies, de manière généralement globale. Le prix est naturellement un des éléments clés d'un modèle économique. Malgré tous les travaux, cette expertise, c'est une expertise assez spécifique qui nécessite une vraie connaissance locale de la réalité réglementaire de ces prix. Nos travaux consistent plutôt à déterminer tous les facteurs de risque ou les facteurs de succès de lancement de ces produits. Donc on est moins amené à travailler de manière spécifique sur les sujets locaux. On n'a pas naturellement d'intervention en direct ou non direct avec le CEPS.
Néanmoins, sur la deuxième question qui est sur la stabilisation des chaînes d'approvisionnement, travaillant naturellement avec l'ensemble de l'écosystème, on a noté cette dégradation avant le Covid déjà et après le Covid, sur ces conditions de disponibilité de matières, sur certains choix stratégiques qui ont été faits par des fournisseurs un peu historiques. Vous mentionnez les principes actifs. Naturellement, la crise a continué à renforcer la complexité, mais elle était déjà prégnante avant. Et donc aujourd'hui, là où je rejoins mes collègues, c'est que ces enjeux de disponibilité, de lutte contre les ruptures d'approvisionnement deviennent des sujets majeurs pour les laboratoires et les industriels, dans la mesure où en fait, c'est des situations qui pénalisent tout le monde, le patient d'abord, mais aussi ces industriels qui n'ont pas la possibilité de venir livrer en temps et en heure et qui derrière sont susceptibles d'être pénalisés. Donc ça signifie quand même que dans toutes vos interpellations, vous utilisez des comparateurs de prix du médicament de pays à pays pour conseiller. Alors, spécifiquement, non. Par contre, la fixation généralement, lorsqu'on fait des lancements de produits, il y a des comparatifs qui sont faits, alors pas pays par pays, mais des comparatifs qui sont faits par rapport à des molécules qui peuvent être similaires pour avoir une idée de ce que pourrait être l'ordre de grandeur d'un prix. Je précise, on nous témoigne du fait que le prix du médicament en France serait ou est, enfin en tout cas, ça dépend. C'est comme le fût du canon, n'est-ce pas ? Et donc, en fait, serait inférieur pour la plupart des médicaments matures. Et en fait, c'est un des éléments d'arbitrage pour distribuer ou non, ou dimensionner la taille des stocks qui sont envoyés, qui sont destinés à la France en situation de tension, même avant la pénurie. Voilà, donc, est-ce que ces éléments-là sont des éléments sur lesquels on vous interpelle pour justifier la création d'un nouveau médicament? Est-ce que la France est considérée comme aidante pour les thérapies innovantes du point de vue financier, ou est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont réputés pour l'être plus? Ça fait partie des éléments, j'imagine quand même. Je crois que le CIR qu'on évoquait précédemment est un atout indéniable de la France pour attirer un certain nombre d'investissements, moins sur des outils industriels et de production, mais plus sur l'innovation, que ce soit le développement, des nouvelles technologies. Absolument. Je partage. Après, où le CIR peut être un petit peu ambigu, je pense qu'il est très intéressant pour que ceux qui sont déjà présents, qui ont déjà en fait un investissement et veulent le compléter, est-ce qu'il est lisible en fait pour ceux qui voudraient faire une décision d'arbitrage sur un endroit ou sur un autre? Je ne suis pas très sûr. Après, sur la question des prix internationaux, effectivement, en termes d'innovation, avec l'accord cadre, on a une garantie de prix européen. Donc la question se pose beaucoup moins. Sur les produits matures, l'exemple que j'évoquais préalablement, oui, effectivement, il y a un problème qui se pose, c'est que par exemple, le produit en question, son prix est 2 fois inférieur en France à tous les autres marchés européens. Et donc, en plus de perdre de l'argent, l'industriel est confronté au problème d'exportation parallèle. Tous les stocks qu'il reçoit, alors moi je ne suis pas un spécialiste de la distribution, mais je ne sais pas si c'est au niveau des grossistes, au niveau des répartiteurs, il y en a un flux qui repart vers l'étranger, parce qu'en fait, la différence de prix entre la France et l'étranger permet de faire une marge substantielle que ne fait pas l'industriel. Donc ça, c'est dans le circuit de distribution. Mais oui, effectivement, ça peut être un frein majeur à partir du moment où on sait que si on a une quantité limitée d'un produit, parce qu'il y a des problèmes de prod, c'est plus rentable de les fournir à un marché qui rapporte de l'argent par rapport à un marché qui n'en rapporte pas. C'est juste une décision d'hyper-rationalité de gestionnaire d'entreprise, en fait. Et sur les produits matures, oui, je pense qu'il y a des sujets. Oui, quelques précisions encore. Peut-être que sur IQVIA, quand on les a auditionnés, ils nous ont quand même dit que les prix étaient assez prévisibles, la fixation des prix. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et je vais, comme le temps tourne, je vais être amenée à poser les 2 dernières questions. À un moment donné, donc vous avez dit que les uns et les autres, vous
vos conseils n'avaient pas entraîné des délocalisations partielles de technologies et des productions pour des motifs d'efficience, puisque j'avais reprécisé ma question. Mais je vois quand même, et notamment issu des travaux de BCG, au niveau des décisions stratégiques de Sanofi, donc, que vous avez conseillé, et notamment concernant un plan de sauvegarde de l'emploi. Eh bien, vous auriez travaillé sur la rationalisation du nombre de produits distribués par le groupe, 300 familles de produits et plus de 23 000 références. Et là, c'est un lien direct avec les pénuries de médicaments, parce que à partir du moment où vos conseils entraînent des suppressions de postes et donc un affaiblissement, on va dire, de la production, vous comprendrez bien qu'il y a une incidence, Monsieur Wiersba, sur les pénuries de médicaments futurs. Donc j'aimerais avoir, vous concernant, une réponse précise et une réponse aussi précise au niveau de McKinsey, puisque je vois que sur la période 2015-2019, c'est le cabinet conseil McKinsey qui a pris la relève. Donc est-ce que vous avez été dans les mêmes logiques que votre confrère, si je puis dire? Enfin, ma dernière question s'adresse à tout le monde. C'est sur le modèle économique du médicament innovant. On voit, pour aller vite, que Big Pharma a une tactique finalement où il va préférer favoriser le rachat de start-up pour pouvoir profiter en fait de niches et pour avoir moins de frais dans dans tout ce qui est recherche. Il va prendre en quelque sorte le produit, l'innovation telle qu'elle a été faite par ces startups, et ensuite, donc, une fois que l'innovation est faite, ils vont se charger du reste. Donc je voudrais savoir si les uns et les autres, vous êtes dans cette logique. Est-ce que vous avez conseillé un certain nombre d'industriels pour aller effectivement vers cette logique économique qui apparaît comme plus rentable et qui en même temps privilégie des médicaments innovants qui sont utiles mais qui sont très onéreux et parfois qui peuvent couper l'herbe sous le pied à des médicaments matures. Monsieur Wiersba. Vous m'avez posé la question sur le PSE et la rationalisation, je crois, de portefeuille de produits. Sur le PSE, effectivement, nous avons travaillé à la mise en œuvre d'un PSE en 2019. Je n'étais pas moi-même impliqué sur la mise en œuvre de ce PSE, donc je ne pourrais pas vous dire exactement ni ce qu'on a fait précisément. Ce que je sais, c'est qu'on a aidé à la mise en œuvre et à la mise en forme d'un certain nombre d'éléments dans le cadre de ce PSE et de décisions qui avaient été prises par Sanofi. Sur le... Pardon, mais comme l'a dit la présidente, c'est tout à fait normal que vous n'ayez pas toutes les réponses. Mais par contre, sur cette question précise qui a des incidences par rapport à la production de médicaments, comme pour les autres questions d'ailleurs, on vous demande de nous faire des réponses écrites. Oui, bien sûr, je l'ai noté. Même chose, je vous ferai une réponse écrite précise sur la rationalisation des produits, parce que même chose, ce n'est pas quelque chose dont j'ai le souvenir et je ne suis pas sûr que ce soit lié par ailleurs à ce PSE. Ma seule observation personnelle, c'est pour avoir travaillé sur des réflexions autour de la rationalisation de portefeuille, c'est que la rationalisation de portefeuille peut permettre justement la réduction des pénuries, parce qu'on ne diminue pas nécessairement le nombre de produits, mais on peut diminuer des familles de références au sein d'un même produit. Et donc, un des problèmes auxquels la plupart des industriels sont confrontés, c'est la multiplication des références sur un marché, mais aussi de manière globale, et donc des portefeuilles extrêmement complexes, pas simplement en termes de produits, mais surtout en termes de références. Et donc, un des objectifs, c'est de se dire qu'on va diminuer le nombre de références de manière à être beaucoup plus capable de les produire et ensuite de les distribuer aux patients. Donc je ne peux pas répondre sur le fond précisément sur la question que vous me posez, mais avec mon œil d'expert et pour avoir participé à un certain nombre de discussions sur ce sujet-là, j'aurais aussi tendance à dire que la décomplexification d'un portefeuille peut avoir des effets extrêmement bénéfiques. Je peux enchaîner, si vous voulez, sur votre question sur la recherche. Moi, je dirais que
c'est une industrie où effectivement, je crois que les statistiques disent que 60-70% des médicaments lancés viennent de biotech de petite taille. C'est une industrie qui est très ouverte sur l'innovation externe, parce qu'un des éléments est que innover dans des plus petites structures est parfois plus facile, ou en tout cas ça s'est montré comme étant plus facile. Ce que je dirais, c'est que sans avoir travaillé directement sur ce sujet-là au cours des dernières années, en tout cas, même chose dans les discussions qu'on a pu avoir avec un certain nombre de nos clients, faire de l'innovation externe ne veut pas dire diminuer l'innovation interne. Au contraire, je pense que ce qui est très important pour avoir travaillé sur un certain nombre d'acquisitions, par exemple, c'est qu'en interne, il faut absolument des compétences de manière à être capable d'évaluer la science qui provient de l'extérieur et que les choix scientifiques au moment de ces acquisitions ou ensuite au moment du développement des produits qui peuvent être achetés ou bien licensés puissent être faits de manière très efficace. Donc, même chose, je n'opposerai pas nécessairement le fait que l'innovation soit externe avec des pertes de compétences ou des pertes de souveraineté. Je pense qu'il existe une complémentarité forte entre avoir une recherche interne forte et en même temps en allant chercher une innovation, qu'elle soit interne ou bien externe. Écoutez, ne servant pas Sanofi, je n'ai pas les informations, donc je ne sais pas le travail qu'on aurait pu faire ensuite de celui de BCG sur la rationalisation du portefeuille, donc on va vous apporter des éléments complémentaires évidemment par écrit. Et sur cette question effectivement du modèle d'innovation et de bascule d'une innovation fortement interne à une part d'innovation très externe, il me semble que l'industrie pharmaceutique sur les 50 ou 60 dernières années a été une industrie qui s'est basée sur l'innovation. Ça fait partie de son modèle, je dirais, de développement et de création de valeur cœur. Premier élément. Deuxième élément, on a aujourd'hui une multiplication des axes d'innovation et donc en fait des sources d'innovation qui viennent de plus en plus effectivement de petites entités agiles, de liens avec le tissu académique. Et les hôpitaux, on n'en a pas parlé, mais qui est une source d'innovation extrêmement forte. Et je pense que le fait que l'industrie change un peu de modèle de manière à, au fond, mettre à disposition sa capacité à amener ses innovations jusqu'au marché à travers les développements cliniques, etc. Et ce qui a permis d'ailleurs d'accélérer le rythme d'innovation des dernières années, où on était passé à la fin des années 90, début des années 2000, avec un nombre d'innovations thérapeutiques qui avait fortement baissé. On a de nouveau une nouvelle vague d'innovation qui amène avec des bénéfices réels pour les patients. On peut penser à l'immunothérapie, des choses comme ça. Et donc cette évolution du modèle, me semble-t-il, a été intéressante du point de vue de l'innovation qui a été apportée pour les patients. Monsieur Gauthier. Donc effectivement, sur la partie recherche et développement, je pense qu'il faut accepter cette évolution de modèle dans la mesure où elle est malgré tout assez inéluctable. Je reviens sur ce qu'on a vu en innovation dans les laboratoires pharmaceutiques il y a 10-15 ans. Il y a eu un certain nombre de projets qui n'ont pas fonctionné, parce que je pense qu'effectivement c'est compliqué de maintenir parfois l'innovation dans des grandes structures, et que cette synergie qu'on a vu apparaître entre des structures plus petites qui avaient la possibilité d'aller parfois plus vite ou d'être plus spécialisés de secteurs qui deviennent de plus en plus compliqués, techniques et scientifiques, arrive à apporter quand même une partie de fruits. Moi, je pense que le modèle, malgré tout, n'est pas encore optimisé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la difficulté à laquelle vous vous confrontez, c'est que on mentionnait la recherche académique. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire pour soutenir ce transfert entre la recherche académique et sa capacité à venir se transformer en innovation pour continuer à créer de la valeur sur le territoire français. Et là, souvent, quand on accompagne des startups ou des petites structures, il y a ce qu'on appelle cette vallée de la mort, c'est-à-dire cette complexité à sortir du monde de la recherche et à venir transformer économiquement une idée en innovation qui fonctionne. Et je pense que là-dessus, il y a certainement des choses intéressantes à faire, qui est de la responsabilité de l'ensemble de l'écosystème, pour construire la filière, pour faciliter la mise à disposition de ressources et de compétences. Ça, je pense que c'est un élément intéressant.
Du coup, je n'opposerai pas forcément cette innovation ouverte au modèle aujourd'hui de l'innovation côté recherche et développement. On continue à conseiller des clients qui effectivement continuent d'investir de manière très significative dans l'innovation. C'est juste que la complexité croissante de ces domaines scientifiques et techniques fait qu'à un moment, vous devez faire des choix, en fait, tout simplement. Monsieur Plantevin, Monsieur Lopez, pour terminer le tour de table. Je suis totalement aligné avec mes confrères. Je rajouterai peut-être 2-3 choses. Le modèle économique n'a pas fondamentalement changé. Les laboratoires, dans les années 2000, dépensaient à peu près 20% de leur structure de coûts en innovation. Ils continuent à dépenser 20%, si ce n'est plus, en innovation, pour ceux dont le cœur de business model est vraiment l'innovation. L'innovation ouverte qu'évoquait M. Wiersba, ce n'est pas forcément racheter des startups. Il y a énormément de partenariats, en fait, entre des biotech et des grosses pharma, dont un certain nombre de biotech françaises prometteuses qui sont activement en partenariat aujourd'hui en co-développement de produits très prometteurs avec des big pharma et qui vont les accompagner à se développer avec une volonté à un moment de s'assumer en tant que pharma et de pouvoir vivre tout seul. Et puis le dernier point que je dirais, c'est dans le budget de R&D ou dans le coût de développement d'un produit, en fait 80% de ce coût est en phase 3, donc vraiment la dernière phase de développement. Ce que généralement apporte la biotech, soit en partenariat, soit en achat, c'est les idées en amont. Et donc le Big Pharma prend le risque de développement et de succès technologique et est souvent exposé financièrement à ce risque. Ce qui explique d'ailleurs qu'il continue à développer, à dépenser 20% de son budget dans le développement de ses produits et de ses idées innovantes. Monsieur Lopez. Sur le point de la lisibilité des prix, parce que ça faisait partie de votre question. Alors, oui, pour des experts, les prix sont assez lisibles. C'est-à-dire que essayer de comprendre avec un data package clinique ce qu'on va pouvoir obtenir comme évaluation en transparence et comment ça va se répercuter en une histoire monétaire qui a un prix, quand vous êtes très immergé dans le paradigme français, oui, c'est lisible. Pour un industriel américain ou étranger, pas vraiment. Et des fois, c'est très surprenant, en fait. Et jamais dans le bon sens. Après, pour ce qui est effectivement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de nichage de produits. C'est-à-dire qu'on est beaucoup sur la pathologie orpheline, des très petits effectifs. Et c'est aussi lié à un souhait qu'on a eu dans les années 2000, qui était de favoriser la recherche et le développement dans les maladies orphelines. Ça a quand même été un cheval de bataille mondial, pas que européen, mais aussi américain. Et les fruits, ils en ressortent aujourd'hui, en fait. Après, est-ce qu'il y a une volonté spécifique de se nicher? Je pense surtout qu'il y a une volonté spécifique d'aller là où il y a un besoin. Et les besoins, ils sont de plus en plus sur des niches relativement étroites, en fait. Si vous prenez la cancéro, vous prenez l'exemple du cancer du sein, quand vous regardez le nombre de gradients auxquels il faut répondre, effectivement, vous arrivez à des niches. Cancer du sein, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Il y a une multiplicité, en fait, de cibles et de réponses différentes pour y arriver. Et donc, oui, ça crée, en fait, des niches spécifiques de recherche qui donnent l'impression, potentiellement, qu'il y a une volonté. Je pense qu'il y a surtout une obligation de recherche pour arriver à un résultat. C'est mon opinion, en tout cas. Ce qui est certain, c'est que le prix n'a pas de commune mesure et a plutôt tendance à s'envoler ces dernières années qu'à diminuer. Sur l'innovation, on a beau être sur des questions de niche, on est très clairement dans une logique exponentielle, à la limite du raisonnable, et en tout cas avec la certitude que les pouvoirs publics, et donc le financement public de la santé, puisqu'il y a une part privée, mais une part ne pourra pas assumer à un moment les politiques de santé publique, c'est clair. Et donc c'est un vrai sujet. Et à partir du moment où il y a des choix quand même d'afficher un certain nombre de prix qui sont audacieux et complètement décorrélés finalement de la réalité en matière d'innovation, parce qu'on est quand même sur des éléments d'innovation qui sont à peu près identifiés en ce moment. La vraie innovation de rupture, ça a été l'ARN messager par exemple, parce que ça on n'avait pas.
mais il y a des innovations, on voit que ça... Voilà, donc c'est la nouvelle formule, mais on voit bien qu'on est quand même sur des choses qui sont déjà plus normées. Et d'ailleurs, en termes de process de fabrication, on devrait pouvoir commencer à standardiser un peu plus les choses et donc à tirer le prix un peu vers le bas du coût de la fabrication. Donc je veux dire, la question de l'innovation et de la niche, certes, on l'entend bien, mais dans les faits, il y a quand même à un moment une réflexion à avoir et à mettre de la raison dans ce qui devient complètement déraisonnable. Ouais, alors là, je peux me permettre de préciser parce que je constate le sujet, mais il y a une très grosse différence entre le prix liste et le prix net. Et quand je dis très grosse, elle peut être énorme, vraiment énorme. Et l'innovation marginale, elle n'est jamais récompensée par plus cher en termes de net. Elle peut avoir une liberté en termes de liste, parce qu'en fait, l'accord 4 fait que ça peut être une ASMR 4 qui peut avoir accès à un prix européen. Donc vous avez l'impression qu'il y a une inflation au niveau du liste, mais au niveau du net, il n'y a aucune récompense. Mais ça, c'est une réalité qui n'est pas visible. Ce qui fait qu'on traite cette question dans le cadre des pénuries de médicaments, c'est que la tentation est grande à partir du moment où les prix s'envolent de façon complètement incroyable, enfin inimaginable. À un moment, les médicaments matures sont la variable d'ajustement des choix stratégiques. Et très clairement, il y a ces choix-là font défaut, même dans la prise en charge de certains cancers et avec des anticancéreux essentiels pour certains cancers. Je pense à certaines leucémies. Il y a en ce moment un médicament pénurie. Si on ne l'a pas, on ne peut pas traiter. Voilà. Et donc c'est pour ça que les deux aspects sont quand même très, très liés. Il y a une limite. En fait, moi, ça fait plus de 25 ans que je fais du conseil sur de la négociation et de l'évaluation. En fait, il y a une limite basse qui n'a jamais été fixée. C'est-à-dire que la limite basse de décascading d'un prix, sur un élément en fait de minimum de rentabilité acceptable, cette limite, elle n'a jamais été fixée. Et le comité vous dira, en fait, moi, j'essaye de le prendre en compte, mais je ne peux pas vraiment. Et ils n'ont pas tort, ce n'est pas dans leurs critères. Il n'y a aucun texte. Alors nous, on pourrait se dire, effectivement, vu que la DGCCRF siège, devrait à un moment donné peut-être lever le doigt et dire prix en dessous du PRI, c'est compliqué. Mais ce raisonnement, il n'est jamais fait. Donc, le comité joue avec les règles qu'il a à sa disposition. Et il y a effectivement des effets collatéraux. Voilà. Pour revenir à la question d'origine du départ de cet échange. Je vous remercie beaucoup. Nous vous ferons parvenir donc un certain nombre de questions avec le souhait d'avoir les réponses écrites avant le rendu du rapport. Voilà, donc le plus tôt possible pour dire les choses. Voilà, vous mettrez un délai assez serré, ne soyez pas surpris. Et merci beaucoup de cet échange.